Bonjour à tous. Donc pour les 20 à 25 prochaines minutes, je vais vous entretenir sur la robotique collaborative. En fait, je vais vous présenter le premier rapport de l'IRSST sur ce thème-là. Donc, j'ai réalisé cette étude avec la collaboration de mes collègues de l'IRSST, Damien Burlet-Viennet et Laurent Giraud, et aussi qui sont de l'IRSST. Et aussi mon collègue Adèle Gaillard de l'Institut national de recherche et de sécurité en France, donc l'INRS en France. Et j'en profite pour remercier ces deux organismes-là d'avoir soutenu la réalisation de l'étude. Et donc, à travers ma présentation, je vais vous faire une mise en contexte relative à la robotique collaborative. Ensuite, je vais vous présenter les objectifs de notre recherche. Je vais vous faire un survol de la méthode adoptée et les résultats qui ont découlé de cette méthode-là. Ces résultats consistent en un retour d'expérience au fait de participants que nous avons rencontrés dans des entreprises au Québec. Et en fait, je vais conclure avec des messages clés inspirés de nos observations en entreprise et vous présenter un peu ce qu'on envisage pour la suite en termes de recherche. Donc, pour commencer, je vais d'abord vous présenter une classification des robots inspirée de 3 normes ISO. Je trouve que c'est important parce qu'au fil de mes lectures d'articles vulgarisés, souvent, je vois qu'il y a une confusion sur les termes robotique collaborative. Donc, dans le cadre de ma présentation, j'aimerais juste que ça soit clair de quel type de robot dont je vais parler. Donc, on distingue 2 types de robots, des robots industriels et des robots de service. Les robots industriels, ce sont des manipulateurs automatiques à au moins 3 axes qui sont reprogrammables et qui servent à exécuter diverses tâches. Donc, on est bien familier avec les robots conventionnels qui sont de grosses bêtes puissantes mais qui méritent d'être dans des enceintes de protection parce qu'elles vont à une vitesse effrénée, puis ça représente un risque important pour le travailleur. D'ailleurs, elles sont séparées de l'humain, donc c'est pas pour rien. Et depuis 2010 à peu près, il y a une nouvelle vague de robots qui est arrivée en industrie. Ce sont les robots collaboratifs. Donc, ils sont conçus pour de la collaboration homme-robot. Et comme on voit, ils sont plus petits, plus légers, avec des coins plus arrondis. Et donc, ils partagent le même espace de travail que l'humain. Donc, selon l'appréciation du risque qu'on fait de l'application collaborative, c'est pas nécessaire d'utiliser des barrières physiques. Donc, bien sûr, selon l'application. Et puis, la vitesse de ces robots, la puissance est bien inférieure à celle des robots conventionnels. Et donc, parce que, comme on sait, sûrement vous avez déjà été au courant d'un accident qui avait eu lieu, c'était en 2015 chez Volkswagen, un homme qui s'était fait frapper puis projeté par un robot alors qu'il l'installait. C'était un robot conventionnel. Donc, les accidents avec ces robots-là sont bien documentés. Ils causent des décès ou bref. Tandis qu'avec les robots collaboratifs, ça commence, donc on n'est pas au courant d'accidents liés à ce type d'équipement. Et surtout, maintenant, je vous ai présenté ce qu'est un robot collaboratif. Je vais vous présenter ce que n'est, en gros, des robots de service qu'on confond souvent avec des robots collaboratifs. Donc, à ne pas confondre avec les robots de service personnels, par exemple, les aspirateurs robots. Les robots de service professionnels, par exemple, des petits véhicules autonomes qui parcourent les allées dans les entrepôts pour transporter de la marchandise. Des robots mobiles d'assistance à la personne, par exemple, en plus de servir de compagnon, mais aussi qui peut rappeler de prendre des médicaments, par exemple. Des robots de transport de personnes dans les hôpitaux. Et puis, des robots d'assistance physique avec contention, principalement les exosquelettes qui sont des sortes d'équipements robotisés que l'on peut enfiler et qui nous permettent de porter des charges importantes grâce au fait qu'ils décuplent la force humaine. Et puis les robots d'assistance physique sans contention
qui sont aussi dans un cadre industriel, peuvent être considérés comme un robot collaboratif. En gros, dans ces robots-là, c'est vraiment l'intention de mouvement de l'opérateur qui est transmis au système de commande de robot grâce à un outil de guidage manuel. Il y aura une vidéo tout à l'heure qui va vous permettre de mieux comprendre cette application-là. Donc, dans le cas des robots collaboratifs, il y a la norme ISO 10218 qui prévoit 4 modes de fonctionnement collaboratif dans le but de sécuriser l'interaction humain-robot. Donc, le premier mode s'appelle arrêt nominal de sécurité contrôlée. Le but, c'est vraiment, lorsqu'il y a une détection de présence, eh bien, dans une surface prédéterminée, là, la surface, c'est la surface rouge ici, eh bien, les équipements, ils s'arrêtent. Donc, le robot, il arrête de fonctionner et il recommence il redémarre au fait une fois que l'opérateur laisse l'espace de travail. Et ensuite, il y a le guidage manuel, donc c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, l'intention de mouvement de l'opérateur est communiquée au système de commande du robot. Et là, c'est une opération de meulage. Donc, imaginez avant, l'opérateur devait meuler en portant un outil de 4 kg, par exemple, pendant 8 heures, et bien là, grâce à ces robots-là, la pénibilité de la tâche est réduite parce que le robot décuple la force. Donc, il sent quasiment rien. Ensuite, il y a le mode 3, qui a le contrôle de la vitesse et de la distance de séparation. Donc, en fonction de la distance entre l'humain et le robot, eh bien, la vitesse, elle est recalculée ou il y a une commande de vitesse qui ordonne de ralentir le robot. Ensuite, pour le mode 4, eh bien, il y a la limitation de la vitesse et de l'effort. Donc, il peut se faire soit volontairement, comme on a vu tout à l'heure, donc juste en touchant volontairement, le robot arrête sa course. Et aussi, des fois, s'il y a une collision par surprise, eh bien, le robot peut arrêter également sa course, comme on va voir maintenant. Ouais. Donc, en raison de ce changement de paradigme-là, qui consiste à s'affranchir de barrières physiques, selon l'application, bien sûr, et aussi, vu le marché mondial de robots collaboratifs qui sera de plus en plus important, on a jugé bon de réaliser cette étude exploratoire qui consiste à émettre des recommandations, de premières recommandations en matière de sécurité au travail, mais aussi des pistes de réflexion. On voulait identifier des pistes de réflexion pour bâtir une programmation de recherche sur le sujet afin de prévenir les risques associés à cette problématique émergente. Donc, la méthode qu'on a mise en place comprenait d'abord une étude théorique. En gros, cette étude-là nous permettait d'aller étudier comment la sécurité était prise en compte dès la conception sur les robots conçus pour de la collaboration homme-robot ou qui sont appelés à être utilisés pour de la collaboration homme-robot. Et cela nous permettait de nous familiariser à ce genre de robots, à la technologie, pour ensuite être prête pour une étude terrain où nous avons interviewé le donneur d'ouvrage ou utilisateur, mais ici j'ai utilisé le terme donneur d'ouvrage. Donc on a utilisé pour chaque application collaborative, on a interviewé le donneur d'ouvrage, l'intégrateur qui a installé le robot et le travailleur qui partageait le même espace de travail que le robot. Et donc vous pourrez trouver plus de détails dans l'étude, dans le rapport. Et donc, je vais vous présenter rapidement les résultats qu'on a tirés de ce retour d'expérience-là, de nos 3 types de participants. Donc, à commencer par le donneur d'ouvrage. Donc, ce qui le motivait vraiment, c'était que le prix d'installation lié à la robotique collaborative était souvent entre 2 à 3 fois moins cher que celui d'un robot conventionnel. Il y a aussi les contraintes liées à l'espace disponible dans l'entreprise. Donc, il y a des entreprises où, justement, en raison des allées piétonnières et tout, ils ne pouvaient pas se permettre de mettre des barrières, des protecteurs. Donc, avec un robot conventionnel. Donc, ils ont opté pour une application collaborative qui
d'après leur estimation de risque et tout, et leur permettait de s'affranchir de protecteurs. Et aussi, il y a une entreprise, c'était surtout pour la visibilité auprès de ses clients, la notoriété de leur entreprise auprès de leurs concurrents. Et puis, dans les 4 entreprises qu'on a visitées, on a vu 6 applications différentes, mais pour le reste de la présentation, je vais juste me restreindre à un exemple. Et donc, dans ce cas-ci, on retrouve une application qui se trouve au carrefour de 2 allées piétonnières dans l'entreprise. Et comme on peut voir dans cette application, 2 robots ont été utilisés. Pourquoi 2 robots plutôt qu'un? C'était vraiment pour maintenir la cadence de production. Parce que, au fait, comme vous pouvez voir, le scrutateur laser qui permet de détecter une présence humaine dans l'espace de travail collaboratif, comme on ne pouvait pas le mettre trop loin, plus loin que ça, à cause des allées. Donc, on était restreint à utiliser une vitesse réduite, mais vraiment réduite, pour la production. Au fait, parce que pourquoi réduite, au fait, c'est parce que c'est pour donner le temps au robot de réduire encore plus sa vitesse lorsqu'il y a une détection de présence. Parce que plus le robot fonctionne rapidement, plus il met du temps à arrêter lors d'une détection de présence ou de ralentir. Et donc, plus lorsqu'il fonctionne rapidement, il faut augmenter cette distance de sécurité-là, donc éloigner les dispositifs de protection, ce qui était impossible dans ce cas-là. Donc, voilà pourquoi on a 2 robots. Et ce qu'on a remarqué, étonnamment, dans toutes les applications observées, il n'y avait pas la collaboration, elle ne consistait pas en une interaction directe, physique, entre l'humain et le robot. C'était plutôt un espace de partage. C'était plutôt un partage de l'espace de travail. Et aussi, c'était principalement pour des applications qu'on appelle du pick and place. Donc, vraiment, le robot manutentionne les pièces, les prend d'un point A et les emmène à un point B. C'était surtout ça. Donc, c'est ce qu'il y en est c'est ce qu'on a retenu de la part du donneur d'ouvrage. Maintenant, du côté de l'intégrateur. On a remarqué que pour sécuriser les installations, l'intégrateur combinait plusieurs modes de fonctionnement collaboratif. Donc, je vous rappelle les 4 vidéos qu'on a vues tout à l'heure, c'était les 4 modes. Donc, par exemple, dans ce cas-là, les modes 1, 3 et 4 étaient utilisés grâce aux propriétés intrinsèques du robot et puis des dispositifs de détection de présence qui sont là, donc le scrutateur laser et puis le rideau optique. Maintenant, je vais vous présenter une vidéo juste pour que vous compreniez le principe. Ce n'est pas la même application, mais j'ai juste le principe parce qu'on n'avait pas le droit de prendre des photos dans nos entreprises. Donc, ici, on a un scrutateur laser et puis l'aire de travail qui sécurise. Et ici, on a un rideau optique, d'accord? Et donc, pour vous illustrer, lorsque le travailleur rentre, on voit que le robot il va ralentir parce que le scrutateur laser a détecté sa présence. Puis là, une fois que les rideaux sont franchis, le robot a arrêté. Donc, pour réaliser la fonction d'arrêt, puis maintenant, il est en train de réinitialiser. Donc, pour réaliser cette fonction d'arrêt-là, il a fallu détecter une présence, faire ralentir le robot, puis après, l'arrêter, assurer que l'arrêt se maintienne, puis après, autoriser la réinitialisation, le redémarrage du robot. Donc, c'est le même principe qui est pris ici, d'accord? Donc, à part le fait que pour le mode 4, le robot détectait au fait des collisions, puis s'arrêtait lorsqu'il rentrait en collision avec un obstacle, donc c'était le mode 4. À part cela, on avait notre fameux scrutateur laser qui définissait vraiment une zone de détection de présence qui ordonnait un ralentissement des robots. Et puis, il y avait également le rideau optique qui, s'il était franchi, arrêtait le fonctionnement des robots. Donc, petite parenthèse, donc ici, on voit l'opérateur, au fait, il venait partager l'espace de travail uniquement pour venir récupérer des bacs remplis. Donc, c'était ma petite parenthèse.
Donc, pour revenir aux différents modes, donc comme j'ai dit, pour sécuriser l'installation, l'intégrateur, il combinait plusieurs modes. Et pour chaque mode, plusieurs fonctions de sécurité étaient nécessaires. Vous aurez compris que FS signifie fonction de sécurité. Donc, plusieurs fonctions de sécurité sont nécessaires. Un exemple de fonction de sécurité, c'est la fonction d'arrêt qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, autre petite parenthèse, donc la fonction de sécurité, c'est vraiment, sur une machine, c'est vraiment une fonction qui est si, en gros, elle tombe en défaillance, eh bien, il y a le risque d'accident qui croît immédiatement. Et les fonctions de sécurité, normalement, elles ont 3 compartiments. Donc, il y a un bloc d'entrée, un bloc de traitement, un bloc de sortie. Et l'entrée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être des dispositifs de détection de présence comme nos fameux scrutateurs laser qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, cette détection de présence-là, elle est traitée par un contrôleur, par exemple, du robot, pour enfin ordonner l'arrêt. Et puis, bien sûr, ces fonctions-là doivent être fiables. Et donc, il y a tout un défi par rapport au choix du dispositif à mettre en entrée pour qu'on préserve la fiabilité initiale du robot. Donc, fermeture de parenthèse. Donc, c'est ça. Il y a pas mal de combinaisons à faire chez l'intégrateur pour sécuriser l'installation. Et en plus, dans le cadre de chaque fonction de sécurité, comme on a vu dans la vidéo, ben, il faut encore combiner d'autres sous-fonctions. Donc, pour réaliser la fonction de sécurité arrêt ben, il faut combiner des fonctions d'arrêt de protection avec des fonctions de contrôle d'arrêt, puis des fonctions de réinitialisation après l'arrêt, comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo. Donc, autre constat du côté de l'intégrateur, c'est que l'exercice d'appréciation du risque était difficile à faire et était souvent partiel. Et puis, en termes de fiabilité, il y avait pas, selon l'intégrateur, il n'y avait pas toujours la fiabilité n'avait pas toujours été vérifiée nécessairement pour assurer la sécurité de l'opérateur. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que ce qu'on a appris, au fait, c'est qu'il était important de choisir des trajectoires du robot qui allaient tout le temps vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Donc, c'était des trajectoires considérées plus sécuritaires. Donc, ça minimisait les risques de collision, en fait. Donc, en gardant vraiment le bras robotisé vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Donc, je termine pour l'intégrateur. Et maintenant, on passe au retour d'expérience lié aux travailleurs, donc ce qu'on a appris du travailleur. On était bien heureux d'apprendre que dans le cas on a vu 3 travailleurs, au fait. Les travailleurs qu'on a rencontrés, ils étaient heureux que leur charge de travail, leur pénibilité de tâche avait été réduite avec la venue du robot. Et puis, par contre, dans les cas qu'on a vus, étant donné que le travailleur était devenu un superviseur de robot, en gros, sa tâche n'était plus de manutentionner, de faire des tâches répétitives, il supervisait. Donc, il avait moins de charges, il n'avait pas de charge mentale liée à la nécessité d'anticiper les mouvements du robot tout le temps. Et puis, il était aussi heureux du fait que les risques associés aux machines avec lesquels il interagissait avant l'arrivée du robot, ben maintenant, comme le robot avait pris sa place, ben il était content de n'être plus ou très peu exposé aux risques liés à ces machines-là. Donc, c'était surtout des risques d'écrasement, etc. Et donc, tout ça fait que sa nouvelle tâche avait vraiment de la valeur ajoutée par rapport à son ancienne tâche qui était monotone, répétitive et pénible. Toutefois, l'impact négatif, c'est que, les mêmes risques qu'on connaît pour les robots conventionnels, mais pas les mêmes risques, mais les mêmes phénomènes dangereux, on les retrouve avec les robots collaboratifs. C'est juste que le niveau de risque change, d'une part parce que, maintenant, en production, le travailleur est tout le temps exposé à des risques de collision, de coincement, de pincement ou de coupure. Et par contre, maintenant, avec la vitesse qu'on peut réduire, on peut venir modérer ces risques-là. Et donc, en raison de ces risques-là, le travailleur, il faisait plutôt attention au mouvement, mais surtout au niveau de il faisait attention surtout au mouvement de la pièce que portait le robot, plutôt que le robot lui-même, parce qu'il y avait des pièces un peu coupantes. Et ensuite,
Et donc, une stratégie, oui, que des travailleurs avaient développée, c'était, pour ne pas se faire surprendre par le robot, c'était de toujours donner face au robot. Et comme ça, ils étaient sûrs de ne pas se faire frapper ou couper par les pièces. Voilà. Et puis, dernier point négatif, je dirais, c'est que selon l'application, il y avait des postures qui étaient contraignantes, etc. Parce qu'il fallait se pencher sous le robot. Donc, en conclusion, ce qu'on retient, c'est que la robotique collaborative entraîne des compromis. Donc, sécurité versus production, comme on a vu par rapport à la vitesse à choisir. Et puis, versus la distance de sécurité. Et puis aussi, ce ne sont pas les robots plug and play nécessairement, comme le disent les représentants des ventes des fabricants, parce qu'il faut faire une appréciation de risque avant, et puis aussi étudier la fiabilité des composants pour préserver la fiabilité initiale du robot. Et enfin, il faut impliquer le travailleur, parce que dans ce qu'on a vu, le travailleur, dans les cas qu'on a vus, le travailleur était très peu ou pas impliqué dans le processus d'intégration, alors que c'est lui qui va partager l'espace de travail avec le robot. Et on recommande aux travailleurs de faire face au robot, comme des travailleurs qu'on a rencontrés nous ont proposé, nous ont suggéré. C'est vraiment faire face au robot lors de l'utilisation et lors du partage d'espace. Donc, pour la suite, ce qui va suivre, c'est un guide qui va être réalisé avec l'INRS en France. C'est un guide qui porte sur la partie théorique de l'étude que je vous ai présentée aujourd'hui pour l'intégration des robots conventionnels, mais à des fins collaboratives. Voilà. Merci de votre attention. Je vous laisse avec mes coordonnées et je suis prête à recueillir vos questions.